Vous écoutez le podcast du Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier, le CRFMV en jazz, avec Marie-Josée Lonval. Bienvenue au podcast Le CRFMV en jazz. C'est Marie-Jo avec plusieurs invités aujourd'hui. On lance le podcast aujourd'hui lors de la Journée nationale de sensibilisation aux troubles de stress post-traumatique. Mais ce podcast-là, vous allez voir, est intemporel. On peut l'écouter au moment que l'on le souhaite, évidemment. Alors, que vous soyez à n'importe quelle période de l'année, merci. Merci de nous écouter. Merci d'avoir appuyé sur Play et de faire l'écoute de ce podcast-là qui a toute son importance aujourd'hui. Vous allez voir ça. Dernièrement, le CRFMV en jazz a mis en ligne un podcast qui s'appelle « Le témoignage de José », dont le conjoint est atteint d'une BSO, une blessure de stress opérationnel. Puis, si vous ne l'avez pas écouté, dites-vous que José a parlé très ouvertement de ce qu'elle a vécu, des défis qu'elle a surmontés, la façon dont elle s'y est prise pour aller chercher du soutien, de l'aide pour passer à travers ça. Moi, je vous suggère fortement d'en faire l'écoute, soit avant ou après le podcast actuel. Je vous dirais que les deux sont complémentaires, mais il n'y a pas d'ordre en particulier pour en faire l'écoute. Moi, ce que je souhaite faire aujourd'hui, c'est de vous montrer les deux côtés d'une médaille. Donc, il n'y a pas de numéro 1, numéro 2, c'est vraiment deux côtés qui se complètent. José a exprimé son vécu. José a exprimé son point de vue, celui d'une conjointe dont le partenaire est atteint d'une blessure de stress opérationnel. Maintenant, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de donner la parole aux vétérans, à ceux qui ont vécu la BSO et leur parcours. Donc, j'ai 3 invités aujourd'hui. Juste avant de vous présenter nos invités vétérans, on va comme diviser notre podcast en deux. Nos invités vétérans, ils sont 2, ils sont extraordinaires, ils ont plein de choses à vous raconter, à nous partager aujourd'hui. Ça va être en deuxième partie de notre podcast. La première partie va être consacrée à Marilyn Gagnon, qui est ma merveilleuse collègue de travail, qui sait verbaliser, vulgariser, ce serait davantage le bon terme. Bonjour Marilyn. Pour qu'on soit tous au même diapason pour le podcast aujourd'hui, j'aimerais que tu nous expliques ce que c'est la BSO, que tu nous expliques aussi la différence parce qu'on parle aussi de post-trauma, que tu nous démêles ça puis que tu nous aides à bien comprendre de quoi on va parler aujourd'hui et de jeter les bases efficacement. Effectivement, la blessure de stress opérationnel englobe plusieurs diagnostics. Donc, en dessous de la blessure de stress opérationnel, on peut avoir le trouble de stress post-traumatique. Donc, on l'appelle TSPT, ESPT, SSPT, PTSD, c'est toute la même chose. On peut bien être mêlés, pareil, des fois. Continue, Marilyn. Donc, le trouble de stress post-traumatique, c'est une blessure psychologique qui va découler d'une exposition. La personne a été exposée à un traumatisme qui a soit entraîné la mort, une menace de mort, des blessures graves ou encore des violences sexuelles. Le TSPT, ça a été induit, en fait, par le service. Donc, quand ça a été induit par le service dans les Forces armées canadiennes, on le met en dessous de la blessure de stress opérationnel, qui est un terme qui est utilisé par les forces là, pour nommer justement qu'il y a eu une blessure psychologique liée au service. Je veux juste faire une parenthèse. Quand tu dis que c'est un terme qui est utilisé par les forces, il y a des métiers qui peuvent engendrer un genre de traumatisme comme ça dans l'exercice de leur fonction. C'est une question un peu bête, là, mais est-ce qu'on peut utiliser ce terme-là, par exemple, pour un policier qui aurait vécu quelque chose ou un pompier? Donc, pour un policier ou un pompier, on va surtout parler de TSPT. Okay. Et la BSO, c'est vraiment le terme que les Forces armées canadiennes ont traduit pour pouvoir mettre justement plusieurs diagnostics. C'est-à-dire que dans la blessure, il peut y aussi avoir l'anxiété généralisée, il peut aussi avoir la dépression majeure, par exemple. Fait que c'est comme un parapluie sous lequel il y a plusieurs diagnostics. Très bon. Donc, les militaires, quand ils reviennent de mission, après avoir fait face à des situations traumatisantes ou marquantes, ou encore déstabilisantes, au retour, le cerveau essaie de digérer les situations qui sont inhumaines qu'ils ont vécues en théâtre. Donc, l'humain en arrière de la personne qui a été formé au niveau opérationnel, c'est pas un robot. En revenant de mission, ils peuvent être affectés par plusieurs émotions. Le cerveau, il essaie de digérer en se reconnectant aux différentes émotions qu'ils ont vécues, puis ça apporte souvent les membres à se questionner. À se questionner des fois pendant plusieurs années parce qu'il se passe quelque chose à l'intérieur. Ils comprennent pas nécessairement, ils n'ont pas nécessairement de réponse. Fait que les signes puis les symptômes qui peuvent être liés à un trauma peuvent être variés d'une personne à une autre. Ils peuvent prendre des années aussi avant de se pointer le bout du nez. Pour certains membres, ça peut être plus difficile de reconnaître que ça appartient à une blessure psychologique aussi. Donc, c'est sûr que le TSPT apporte des symptômes, des impacts marquants pour les militaires. Puis c'est ce qu'on va entendre tout à l'heure avec nos 2 vétérans qui sont avec nous aujourd'hui.
Mais aussi, ça apporte des impacts qui sont systémiques, en quelque sorte, donc pour la famille, pour les proches. Ces impacts-là vont jouer sur la vie personnelle, la vie sociale, la vie professionnelle pour le membre, mais aussi pour les proches et la famille. Donc, sur la famille, les impacts peuvent être vraiment variés. La conjointe peut avoir l'impression pendant un certain temps de tout porter à bout de bras. Monsieur semble être moins présent physiquement, mais psychologiquement, tu sais, des fois, ce qui se rendent compte les conjointes, c'est que le conjoint, tu sais, il est là, mais des fois, sa tête est ailleurs. Oui. Il peut y avoir une augmentation aussi des conflits conjugaux, des conflits familiaux. On entend souvent l'expression « marcher sur des œufs ». J'ai l'impression que je peux pas tout dire ou, tu sais, j'essaie de garder des choses pour préserver mon conjoint, pour éviter là, que la pression monte à l'intérieur de lui. Des fois aussi, on peut voir qu'il y a une coupure au niveau de l'expression des émotions. Puis ça, c'est pour essayer d'éviter qu'il y ait de l'explosion ou justement du conflit. Pour certains enfants, ils peuvent aller jusqu'à prendre le rôle de sauveur auprès des parents. Ils vont essayer de modérer les conflits pour pas que les parents se chicanent ou pour éviter que les parents, la pression augmente ou la tension monte. Ça peut apporter aussi chez les enfants certains comportements inhabituels ou encore des troubles de comportement. Il peut y avoir des sentiments de culpabilité, de honte, de colère, de la peur, de l'incompréhension, de la tristesse, de la solitude. Les enfants peuvent ne pas se sentir aimés en lien avec le certain détachement émotionnel aussi. Ils peuvent vivre du découragement, de l'impuissance, de l'épuisement, des inquiétudes. Ça peut être se démontrer de plusieurs façons. OK. Juste pour vous dire aussi qu'on va ajouter en complément d'information tous les ateliers qu'on a pour soutenir tous les volets dont tu parles, Marilyn. Oui. Fait que au-delà de ça, nos deux vétérans vont pouvoir nous parler aussi là, de eux, comment ils vivent les choses, outre le fait que moi, j'ai apporté le côté un petit peu plus le systémique familial. Donc, on a jeté les bases avec Marilyn et je vais me tourner vers mes invités vétérans qui ont accepté de nous parler ouvertement de leur vécu. Je vais les saluer, vous les présenter. Claude et Ghislain, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté, premièrement, l'invitation. Je vous remercie de votre générosité. Puis comme avec mes autres invités, là, quand il est question de quelque chose un peu plus personnel, je vous le dis, si on parle puis on va dans un endroit ou un bout de votre vécu que vous n'avez pas envie de découvrir ou de dévoiler avec nous autres, vous gênez pas. Ici, c'est à micro ouvert, mais on est toujours respectueux des limites là, que vous voulez pas atteindre. Votre générosité est déjà immense, mais vous n'êtes pas obligé de tout dévoiler. Si vous voulez garder votre jardin secret, ça vous appartient. Ça vous va comme ça? Oui, c'est bien. Alors, messieurs, ma première question, ça s'adresse à vous deux. En tant que vétéran, je veux parler un peu de votre vécu dans les Forces armées canadiennes. Je vais commencer avec Claude. Claude, vous avez été combien d'années dans les Forces? 20 ans. J'ai commencé avec dans une unité temps partiel. Vous étiez dans la réserve? C'est ça. Puis vous avez switché à un moment donné dans la régulière? Exactement. Et j'ai été avec le Royal 22e Régiment, au 2e bataillon. Et j'ai fait ma carrière là. Votre poste, c'était quoi exactement? Qu'est-ce que vous occupiez? Infanterie. OK. Infanterie. Métier de combat. Et du côté de Ghislain, c'est peut-être, si vous êtes habitué avec les services du CRFM, vous en avez peut-être déjà entendu parler, vous l'avez peut-être déjà entendu parce qu'il donne des conférences. Puis, vous êtes des personnalités connues au CRFM, messieurs. Donc, Ghislain, d'abord, merci d'être là. Puis, je veux savoir votre parcours. Vous avez été combien d'années dans les forces et quel poste vous occupiez? Ça me fait plaisir d'être là. Merci. J'ai été 24 ans dans les forces. J'ai fini comme adjudant. C'est ça. J'ai toujours été dans la régulière, puis c'est ça. Qu'est-ce que vous faisiez exactement? Mon métier? Oui. J'étais artilleur. Oh, artilleur, OK. Ouais. Mais ça vous a amené, les gars, dans des missions? Ouais. Ça vous a amené ailleurs, là, oui, à l'extérieur du Canada, c'est-à-dire. Quels sont, si vous voulez nous en parler, là, j'aimerais ça savoir, là, où est-ce que vous avez mis les pieds, qu'est-ce que vous avez fait, comment ça s'est passé? L'Afghanistan a été une grosse partie de ma carrière. Est-ce que c'était votre première mission? Non, ça dépend ce qu'on entend par mission, mais on a des missions avec l'OTAN, avec les Nations Unies. Mais les missions de combat, c'était vraiment l'Afghanistan. OK. Alors, c'est là-dessus qui est basé
La blessure de stress opérationnel? Voilà. Oui, OK. Parce que des fois, ça, comme dit Marilyn, des fois, c'est pas clair. Là. L'origine n'est pas claire. Mais vous, Claude, c'est là, puis c'est clair, puis on met une date quasiment sur... Ben, oui. Ouais. Ça se passe souvent. C'est pas au combat que ça se passe. C'est pas là qu'on vit nos problèmes. C'est vraiment, je pense, au retour. C'est une fois que le stress est tombé? Oui. Mais je sais pas pour Ghislain comment ça s'est passé, mais quand je suis revenu de mission, la dernière, en Afghanistan, ça m'a pris l'aide, je pense, de mon voisin. Un de mes voisins où je demeure à Shannon, qui m'a fait comprendre que je devrais peut-être consulter. Est-ce que c'est un militaire, cet homme-là? Oui. OK. Alors, lui venait du côté médical. Puis, à force de m'en parler, j'ai fini par peut-être accepter que, peut-être que je devrais aller consulter. Mais ça a été le début d'un long processus. Oui. Puis, dans le fond, il y a un homme charitable qui s'est posé sur votre chemin, puis, qui avait la formation médicale, pour vous enligner peut-être sur quelque chose, Claude, mais est-ce que vous aviez déjà eu des échos de vos proches? Est-ce que vous entendiez des gens autour de vous dire « Claude, ça va-tu? Il me semble que Claude, il n'est pas pareil comme avant. » Est-ce que vous aviez eu un écho ou un indice avant? Je vais être franc avec vous, là. Il y en a plein d'indices. Quand je suis revenu de mission, je me souviens que j'avais une arme à feu personnelle et que j'ai gardée sur moi à mon retour pendant au moins presque 12 mois, où je me suis promené avec un 9 mm sur moi 24 heures sur 24. Vous voulez dire en dormant? Oui, je l'avais toujours. Pourquoi? Est-ce que c'était pour être prêt? Oui. J'avais la sensation que j'allais soit me faire attaquer ou... Il fallait que je sois prêt. Il fallait que je sois prêt pour défendre... pour me défendre ma famille, surtout. Oui. J'avais l'impression que ce qui se passait en Afghanistan était maintenant rendu... que vous aviez ramené le conflit, ou en tout cas la dangerosité avec vous. Là. Et là, je vous parle il y a plusieurs années. Et ensuite, heureusement, dans mon cheminement, j'ai réussi tout récemment là, à remettre mon arme à feu au service de police. Et j'étais tellement heureux. Là, pour moi, ça a été un poids... libération. Une libération. J'en ai parlé beaucoup avec... Marilyn, avec ma conjointe, Julie, comment ça m'a aidé dans mon cheminement et que ça me prouvait à moi que j'étais dans le bon chemin. Oui. Processus de guérison que... Oui. Là, j'ai l'impression que je m'éloigne peut-être un peu du sujet, là, mais... Vous éloignez pas du sujet, on est en train de suivre un beau chemin. Puis merci de votre témoignage, de votre générosité, je vous l'avais dit, il n'y a pas beaucoup de tabous ici aujourd'hui. Ah non, il n'y en a pas. Ghislain, vos missions, on va reculer quelques années en arrière, parce que là, ce que je constate avec Claude, c'est que la blessure BSO, parce que ça m'intrigue toujours. Il y a parfois des militaires qui ne savent pas mettre le doigt sur « Voyez-vous, il s'est passé quelque chose, telle date à telle heure. » Des fois, c'est plus diffus. Dans votre cas, enfin, parlez-moi de vos missions, puis on va enligner sur... OK. Oui. Moi, ça a commencé en 93. Entre 93 puis 2008, j'en ai fait 8. Fait que, entre la Croatie, la Bosnie, Haïti, la Bosnie, l'Afghanistan, il y a des doublons là-dedans. Là. Oui. Fait que, en gros, c'est ça mes missions. Puis pour certaines personnes, c'est diffus, comme tu disais. Parce que pour certaines personnes, ça va être une accumulation. C'est des petites choses qui vont avoir marqué au cours d'une carrière, au cours de plusieurs missions. Moi, dans mon cas, j'en ai accumulé plein de choses. Mais j'étais tout le temps capable de faire la part des choses, de comme séparer ma vie personnelle avec ce qui se passe en mission. Ça m'appartient pas. Ça fait pas partie de mon monde. C'est pas à moi, c'est correct. Jusqu'à ce que ça touche mon monde. Tu peux t'entraîner à plein de choses, mais tu peux pas t'entraîner à perdre tes proches. Ouais. Puis j'ai promis à une maman que j'allais ramener son gars. La seule maman à qui j'ai dit ça, c'est le seul qui est décédé. Ouais. Ça fait que je peux mettre vraiment une date sur quelque chose qui m'a vraiment marqué. Là. Enfin, là, on a connu l'origine. Vous pouvez mettre une date, une heure, mettre une date, un moment. Peut mettre une heure, un moment. C'est très, très précis.
Puis Claude, à un moment donné, a expliqué son affaire, ce qui l'a amené, dans le fond, à prendre conscience qu'il se passait quoi? Ben moi, ce qui m'a amené à prendre conscience, c'est quand je suis revenu, j'allais très bien. Okay. Quand je suis revenu de ma dernière mission, parce que cet accident-là est arrivé lors de ma dernière mission. Puis quand je suis revenu, j'avais décidé que c'était terminé. C'était ma dernière, là, d'une manière ou d'une autre. L'armée, c'était terminé? L'armée, j'aurais continué, j'aurais donné des formations, mais c'était fini l'émission. Là. Oui. Parce que j'avais décidé de prendre soin de ma famille, ce que j'avais pas fait pendant 20 ans avant. Là. J'avais vraiment décidé, puis c'était avec toute la bonne volonté du monde que je voulais faire ça. Puis quand je suis revenu, tout allait bien, mais j'étais trop calme. C'est ça, c'est ça que j'ai dit à mon doc, parce que quand on revient de mission, on n'a pas le choix, il faut aller voir le médecin, il faut aller voir tout le monde, il faut passer un screening. Tout, c'est vraiment c'est obligatoire. Là. OK. Quand je suis allé voir mon doc, j'ai dit, moi tout va bien, doc, sauf que je suis trop calme. Puis la doc a été extrêmement consciencieuse. Elle a dit, OK, à partir d'aujourd'hui, on va se revoir à chaque 2 semaines. Attendez, là. Elle, quand vous lui avez dit ça, vous connaissez, vous dites, mon Dieu, je suis comme plus calme que d'habitude, ça me semble que c'est pas normal. Et elle a décelé quelque chose avec cette information-là. Ben oui. Puis ça a sauvé ma vie, là. Je peux pas le mettre d'une autre manière que ça, là. Elle a sauvé ma vie. Puis quand je suis sorti des forces, je suis allé la revoir, puis j'ai dit merci. Puis c'est ça, les yeux pleins d'eau, là. OK, Ghislain, expliquez-moi. Être trop calme, ou est-ce que c'est... Je m'avance. Marilyn, ramène-moi si Est-ce que c'est être trop calme, un mécanisme d'autodéfense pour pas exploser, puis perdre le contrôle? C'est-tu ça? C'est-tu un frein d'urgence qui est installé par vous-même pour pas déraper? C'est difficile de dire si c'est vraiment ça ou si c'est... Peut-être le fait que là, je commençais à avoir des comparatifs extrêmement extrêmes, la perte de quelqu'un dans une situation vraiment chaotique. Ouais. Puis revenir à la maison, exemple, ma conjointe venait de revenir de l'épicerie, puis elle a fendu un pneu en rentrant dans l'entrée. Mm-hmm. Comme je dis souvent, elle ne devait pas arriver assez vite. Mais peu importe. Ouais. Elle rentre dans la maison paniquée, me dit qu'elle a fendu un pneu, puis le char est brisé. Je dis, c'est pas grave, on va en acheter un autre. Ça m'a fait prendre conscience, je suis trop calme. Mais comme je dis, mes comparatifs, ils venaient de changer beaucoup, là, mes critères de ce qui est grave, puis de ce qui l'est pas. Puis de ce qui l'est pas, exactement. Clair, oui. Ça fait que là, moi, scraper le char, c'est pas grave. Mais à quelque part, moi, je verrais ça comme normal. Quelqu'un qui, je me dis, crime, il a vécu pire. C'est sûr qu'un pneu, ça va pas l'énerver. Ouais. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'un professionnel de la santé a dit, il y a quelque chose là. Donc, tu sais, c'est des gens allumés à qui vous parlez, là. Tu sais, c'est pas à peu près, là. Non. Puis, on a... Dans l'armée, on a eu beaucoup de médecins. Il y en a eu des bons, il y en a eu des moins bons. Forcément, oui. Et comme dans n'importe où ailleurs. Mm-hmm. Là. Mais cette médecin-là, j'y dois la vie. Puis c'est ça. Elle a été vraiment incroyable là, parce qu'elle a été minutieuse. Elle a dit, OK, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je vais faire confiance sur ce que tu me dis. Puis s'il n'y a rien, il n'y a rien. Mais il vaut mieux d'avoir la ceinture puis les bretelles que de perdre des culottes. Je la connaissais pas, mais je la trouve super efficace. Elle est parfaite. Oui. Elle est exactement là où il faut. Oui. Donc, je peux en calculer que ça. En ce qui vous concerne, Ghislain, c'est la vigilance, admettons, d'un professionnel. Mais vous l'avez quand même dit. Tu sais, vous l'avez... Oui, bien, je le voyais, c'était évident. Là. Ouais. Puis, tu sais, j'avais pris des vacances avec mes enfants. Là, on est plus tard dans l'été. Je finissais mes vacances, puis... le doc, à un moment donné, il est arrivé un incident au travail, j'ai débâti un bureau, puis je suis retourné la voir, puis parce qu'elle, au début déjà, elle voulait me prescrire des congés, elle voulait me donner des médicaments, j'ai pas voulu, j'ai dit non, ça va aller. Puis plus tard, à un moment donné, après que j'ai débâti le bureau, je suis allé la revoir. Débâti, là, dans le sens d'une crise de colère, bing bang. Oh, oui. OK. Vraiment, quelque chose de épique. Là. Ça, c'est pas trop calme. Non, là, j'avais un peu perdu mon calme, mais j'avais une très bonne raison. Là. On rentrera pas dans les détails, mais... C'est correct. J'ai débâti ça, puis là, j'étais retourné voir le médecin, puis j'ai dit, écoutez, il y a de quoi qui marche pas. Ça fait qu'on va prendre des congés, on va essayer ça en partant. Fait qu'elle me proposait 2 semaines de congé. Je dis, 2 semaines? Moi, je flambe en eux, mais que je revienne de 2 semaines de congé.
Fait que finalement, je suis parti en vacances avec mes enfants, puis j'ai passé comme une semaine à chialer après eux autres au chalet parce que c'était des enfants. Ils faisaient de la boîte, ils salissaient. Ça fait que là, j'ai repris vraiment conscience que ça marchait vraiment pas. Je chialais après, je me voyais, mais c'était plus fort que moi, je pouvais pas arrêter de faire ça. Okay. Fait que quand je suis revenu, j'étais allé voir le doc, j'ai dit, je donne mon corps à la science. Faites n'importe quoi avec moi, je vais revenir comme avant. Puis de ce moment-là, ça se compte pratiquement en heures. Le temps où je passais de son bureau à elle, le médecin, au bureau de la psychiatre, au bureau de la psy, puis le suivi a commencé comme ça. OK, parce qu'il y a l'élément déclencheur de la blessure BSO, mais il y a aussi qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un vétéran dit « OK, là, c'est fini. » Puis comme vous dites, là, arrangez-moi. Alors, mettez-moi comme avant. Puis Claude, vous avez quelque chose à ajouter là-dessus. Oui, moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est qu'on s'aperçoit dans notre parcours, c'est que souvent des patterns, excusez le terme anglais, là, mais on perd le contrôle de notre destinée. C'est ce que moi c'est ce que j'ai senti, parce qu'en plus des blessures physiques, vers la fin de ma carrière, où là, je comprenais, la médecin m'avait dit, moi, Monsieur Bolduc, inquiétez-vous pas, vous allez sortir d'ici, puis on va avoir regardé des pieds à la tête au complet, puis on va savoir comment ça fonctionne. Sauf que ce qui se passe entre mes deux oreilles, moi, je le comprenais pas. Et c'est vraiment un moment donné où là, la doc m'a dit peut-être que tu devrais aller voir un psychologue. Parce que le corps pouvait se guérir, mais l'esprit n'était plus là. Moi, ça, c'est intéressant. Vous deux, vous êtes arrivés à la conclusion que vous aviez besoin d'aide. Puis je me demande, là, c'est sûr que vous ne pouvez pas parler pour d'autres, mais je me dis, il y a peut-être une chance qu'ils ont parlé à d'autres vétérans qui ont vécu ça différent. Est-ce qu'à un moment donné, il y en a qui pensent qu'ils peuvent gérer eux-mêmes? Non, je vais être correct. Non, je suis correct, je me connais. Non, c'est beau, il y a eu ça, là. Mais là, je le sais. Pensez-vous que jusqu'à un certain point, des fois, ça peut retarder le début d'un processus de guérison quand tu penses que tu as le contrôle là, sur tes affaires? Là, est-ce que vous en avez vu des cas comme ça? Je me suis vu dans ce scénario-là. OK, vous avez pensé à un moment donné, avant de tirer le flag, de dire « Hey, j'ai besoin d'aide ». C'est sûr, tu n'y crois pas. Tu te dis « Ah, je suis correct ». Tu vois, tu le vois tous les jours dans certaines situations. Tu te dis « Ouais, OK ». Il me semble que c'est pas comme ça que je devrais agir. Mais au fil du temps, c'est les gens alentour de toi qui te font qui t'envoient des signaux. Sont-ils capables de vous le dire clairement? Ou peut-être qu'ils marchent sur des œufs, comme ça disait Marilyn ça dépend tantôt? Parce que tu peux remettre en cause ton mariage, tes enfants. Comme Ghislain, moi, quand je suis revenu, j'avais l'impression que je devais 10, 15 ans, ma femme, que j'avais brimé sa vie à elle. Donc, je devais lui remettre du temps. Est-ce qu'elle vous a parlé de ça ou c'est quelque chose que vous sentiez par vous-même? Heureusement, aujourd'hui, avec les thérapies, puis l'aide du centre de la famille, et ma femme s'est impliquée elle aussi, la communication est importante. Et oui, hein? C'est ce qui m'a sauvé. Puis c'est ce qui m'a sauvé aussi la vie. Parce que quand j'ai commencé le processus de descendre la pente, là, on descend vite, puis on ne sait plus quand est-ce qu'on va arrêter. Et tout comme Ghislain, moi, c'est la médecin qui m'a suivi, j'ai écrit une lettre pour la remercier de m'avoir aidé à ce point, parce que si elle n'avait pas été là, je serais probablement 6 pieds sous terre. Malheureusement, il y a beaucoup de nos confrères qui par les signaux, n'arrivent pas à avoir cette aide-là. Et malheureusement, ils finissent 6 pieds sous terre. Mais c'est toute une équipe. Je vous dis, là, si vous voulez, un vétéran qui veut réussir à s'en sortir doit avoir une équipe alentour de lui, qui est des médecins, des spécialistes, des conseillers, moi, le centre de la famille a été une des choses les plus importantes pour moi. Puis pour mon cheminement. Et c'est quand tu acceptes que tu as un problème que tu commences à le régler.
Quand je suis arrivé ici, j'ai eu la chance de m'asseoir avec d'autres gens qui faisaient partie d'un atelier qui s'appelle La vie après l'uniforme. Oui. Et j'ai réalisé que je n'étais pas tout seul. Ah, Colin. Et ça, c'est un sentiment qu'on retrouve chez beaucoup de vétérans, de militaires. C'est que tu as l'impression de vivre des choses, mais d'être tout seul à les vivre. Et là, je me suis aperçu que c'était pas le cas. Et les gens qui participaient avec moi, c'était des gens d'autres unités que je connaissais pas. Et ils avaient tout un cheminement, mais plus loin que moi. Alors, j'ai été capable d'avoir beaucoup d'aide de leurs interventions puis de leur expérience. Alors, pour faire une histoire courte... Ah non, c'est correct. C'est grâce à l'équipe. Si je suis encore en vie aujourd'hui, là, puis ça me gêne pas de le dire, parce que j'ai pensé au suicide à un certain moment donné, puis heureusement que je me suis pas rendu jusqu'au bout. Mais c'est grâce à cette équipe-là, de gens alentour de moi, si j'ai réussi à passer à travers. Mais, je remercie tous les gens, mais il faut y croire. Ouais. Et j'y ai cru, et j'ai mis corps et âme pour me guérir, pour continuer à vivre, puis à être capable d'être heureux. Parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Puis aujourd'hui, c'est un cheminement de tous les jours. C'est comme quelqu'un avec un problème de boisson. C'est à tous les jours que tu dois travailler ça. Puis le symptôme de post-traumatique, c'est entre les deux oreilles. Fait que tu peux pas du jour au lendemain dire « Ah, je suis guéri ». Non, c'est fini, puis... Ah oui, c'est clair que c'est quelque chose qui est à travailler à tous les jours. Tu sais, moi, ce que je retiens de ce que vous dites, Claude, là, c'est rencontrer des gens qui vivent la même affaire que nous autres. Le poids est moins lourd quand il est partagé avec d'autres, ça, en partant. Mais c'est pas n'importe quelle d'autres personnes. C'est des personnes qui sont en train de faire la même trail que vous autres. Oui, juste pour ajouter, Ghislain. Ben, c'est ça. Ghislain, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Oui. Ghislain est venu faire une conférence ici. Et j'ai assisté à 2 de ses conférences. Puis à toutes les fois que j'assistais à ces conférences, même, on ne s'était jamais rencontrés avant, j'avais l'impression que c'était moi qui parlais. Ah oui. Ben, c'est pas drôle, là. Ah, regarde. Il parlait en avant, puis j'avais l'impression, voyons, as-tu écouté ce que j'ai... Oui, c'est ça. As-tu lu ce que j'ai fait? Fait que c'est clair qu'il y a des similitudes. Oui. Puis c'est clair que de savoir que tu n'es pas le seul à les vivre, puis qu'il y a d'autres gens qui les vivent, bien, ça te permet d'aider, puis ça te permet de recevoir de l'aide. Oui. Ça veut pas dire que le chemin est moins long, mais il est peut-être moins lourd puis moins ardu aussi, là, tu sais. C'est ce que je pense. Puis, tu vois, tu m'ouvres la porte, Claude, puis je t'en remercie parce que, justement, Ghislain, quand je disais qu'il était un peu plus connu, ben, tu sais, on en a parlé beaucoup, là, tu sais, sur oui, c'est une star, tu sais, sur notre page Facebook, je disais que, Ghislain, vous donnez une conférence, là, rappelez-moi dans quel cours ou dans peut-être plusieurs de la vie après l'uniforme, c'est tout ça? Oui, c'est ça. Okay. C'est avec la vie après l'uniforme, ça fait... Je ne sais plus combien de fois qu'on réédite ça, là. Et c'est quelque chose qui fonctionne tout le temps très bien. Puis les commentaires sont... Moi, c'est ma paye, là, à la fin de ces 4 séances. Puis à la fin des 4 séances, les gens qui me disent, regarde, ça m'a vraiment aidé juste de voir que... Parce que moi, j'arrive avec... Ça fait 15 ans ça fait 11 ans que je suis sorti des forces. Là. OK. Fait que j'arrive avec un certain recul, puis j'ai eu des hauts, des bas. J'ai eu des très, 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 très bas. Des hauts. Pas tant haut, mais haut pareil. Ouais. Puis de me faire dire, OK, ça me donne l'espoir. OK, il y a de quoi au bout de ça. Il y a des gens qui sont actuellement, mais la face collée dans l'arbre. Ça fait qu'ils sont plus capables de voir la forêt, sont plus capables de voir qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça. Puis c'est vraiment, comme Claude disait, là, comme un alcoolique, là, 1 heure à la fois. Là, tu vas pas plus loin que ça. Puis 1 minute à la fois, bien souvent. Mais c'est ça. Moi, ce que j'amène dans ces séances-là, c'est justement l'espoir. Okay? Il y a de quoi après. Okay? Est-ce que vous racontez votre vie, votre vécu? Comment vous présentez ça aux gens qui assistent à l'atelier? Ben, ça dépend des situations. Je ne vais pas là comme conférencier. Vous n'êtes pas conférencier? Non, moi, je ne suis pas une vedette là-dedans. Là. Ah non, je vous appelle vedette, mais c'est pour vous taguer Non, je sais. Mais non, moi, je vais là comme un peu un facilitateur entre Xavier, qui est orienteur. Oui, conseiller en orientation. Que lui, il va avec le PowerPoint, qui des fois est un petit peu sec.
Puis moi, ben, je vais amener comme la couleur, puis j'adoucis un peu ça en amenant des exemples concrets de qu'est-ce que j'ai vécu. Ça fait que c'est comme un peu... Je me considère un peu comme un traducteur. Okay. Puis à travers ça, ben je vais, parler de mon expérience, évidemment, mais c'est pas le but premier de ça. Là. C'est vraiment... Je vais là pour essayer de traduire, puis d'amener du concret dans certains PowerPoint. Là. Puis dans certains... Dans certains chemins de vie. Puis Claude en est un bon exemple. Là. Il vient de dire que vous avez comme allumé quelque chose en lui. En vous écoutant, lui, ça lui a fait du bien. Oui. Je suppose qu'après ces ateliers-là, ou pendant même, il y a des questions qui vous sont posées. De quoi ils vous parlent, les personnes qui vous posent des questions? C'est tellement large. C'est surtout, là, ça va dépendre beaucoup de eux, comment ils se sentent sur le coup, de c'est quoi vraiment leur défi. Mm-hmm. Puis si j'en ai pas parlé, ben là, ils viennent me rechercher avec ouais, mais là, ça va-tu durer? Ça va-tu rester comme ça? Souvent, c'est une des questions qui revient. Puis la réponse, c'est quoi? Ne bougez pas. On revient dans quelques instants. Salut, moi c'est Joanie. J'ai 2 enfants, mon conjoint 3. Je connais ça, la gestion. Je sais que je peux faire la différence. Le conseil d'administration du CRFMV a besoin de ton expérience de vie. Visite le crfmv.com/CA. Quoi? T'es conjointe de militaire et t'as un emploi à temps plein? T'es ben hot. Mais ça doit être dur de faire les deux des fois. Nos conseillers d'orientation peuvent t'aider à réfléchir à ta situation professionnelle, faire comprendre aux autres ta réalité, même faciliter ta vie au travail. Appelle-nous, c'est gratuit. 418-844-6060. Vos questions, vos commentaires à info@crfmv.com ou envoyez-nous un message via notre page Facebook. Le CRFMV en jazz, ça jase de nous. Écoutez la suite maintenant. C'est quoi vraiment leur défi? Mm-hmm. Puis si j'en ai pas parlé, ben là, ils viennent me rechercher avec ouais, mais là, ça va-tu durer? Ça va-tu rester comme ça? Souvent, c'est une des questions qui revient. Puis la réponse, c'est quoi? Ben, ça dépend de toi. OK. Puis c'est qu'est-ce qu'il y a après, mais c'est qu'est-ce que toi, tu veux qu'il y ait après. Parce que à partir du moment où tu es libéré des forces, ben c'est toi qui as les mains sur le volant, là, c'est toi qui décides. Tu peux choisir, parce que c'est tous des choix qu'on fait, là. Tu peux choisir d'être un passager ou tu peux décider de regarder passer le train. Là. OK. Puis il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui regardent passer le train parce que se complaisent un petit peu là-dedans. Il y a des sous qui rentrent, ils n'ont pas trop à se forcer. Puis ils suivent la vague. Quand vous parlez des sous, c'est que parce que c'est des compensations? C'est des compensations qu'on reçoit parce que quand tu sors pour une raison médicale, on reçoit, on est compensé. Au niveau financier, on n'a pas à s'inquiéter vraiment. Ça fait il y en a qui se complaisent un petit peu là-dedans, puis je trouve ça dommage. C'est aussi, à certains égards, des fois, c'est la souffrance qui est trop difficile à aller toucher. À l'intérieur, c'est tellement sombre que les gens, ça leur prend un temps avant de décider c'est correct, je vais aller visiter cette souffrance-là pour voir qu'est-ce que ça va donner au bout, tu sais. L'espoir, quand t'es dans la souffrance, c'est difficile à voir. C'est un peu comme tu disais tantôt, quand t'es collé sur l'arbre, la forêt, t'la vois pas, ben cette souffrance-là est tellement difficile à vivre que des fois, ça fait que les gens restent en recul puis qu'effectivement, ils bougent pas nécessairement. Mm-hmm. Je blâme personne, mais je dis, des fois, ça devient comme un genre de pattern, puis malheureusement, ben c'est les conjoints, peu importe, qui font les frais de ça, parce que dans mon cas, quand je suis revenu de ma dernière mission, comme je dis, j'étais trop calme, ça allait bien, jusqu'à ce que ça aille moins bien. Puis là, ma conjointe, elle, ce qu'elle voulait, c'est se décharger un peu du poids qu'elle a eu à porter pendant tout ce temps-là où j'étais parti. Mais là, on parle du temps où j'étais parti, mais on parle pas de l'entraînement qu'il y a eu avant, où j'étais pas plus chez nous. On parle de avant de partir en mission, c'est pratiquement 1 an où ça ressemble un peu à ce que Claude disait. J'avais l'impression du devoir tellement de temps. C'est probablement dont vous parliez. Moi, je me prépare. Moi, je suis montée en puissance.
moi, je fais ci, je fais ça, après ça, je pars. Oui. Mais là, quand tu reviens, avec ce que j'avais vécu pendant ma mission, malheureusement, je n'étais pas capable de prendre le poids qu'elle voulait me donner. Là. Ouais. Fait que ça cause certains conflits, puis des fois des gros conflits. Mais je sais pas, c'est ça, c'est souvent c'est les familles qui en font les frais, puis jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu te rends compte que souvent trop tard, j'aurais dû peut-être faire ça avant, j'aurais dû... Mais on peut pas vivre avec les j'aurais dû, puis j'aurais pas dû, puis on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a quand l'occasion se présente. Les deux, je vais dire même les trois, Marilyn en parle, puis il fait référence aussi, tu sais, remonter la pente, là, parce qu'on disait dégringoler, t'es rendu en bas, puis remonter. Tout le monde s'entend pour dire que c'est long. T'sais, on n'a pas de temps, on n'a pas d'années, ou on n'a pas de mesure de temps à donner, mais on sait que c'est long. À partir du moment où est-ce que le vétéran, ou en tout cas le militaire, qui décide que lui, il prend ça en main, il doit avoir une forme de soulagement auprès de la famille, qui, eux, se sont rendus compte que de quoi qu'il n'allait pas, là. Là, ils disent, OK, là, on part peut-être sur une bonne base. Je veux dire, ça peut donner insuffler de l'espoir à quelque part pour les proches. Je pense qu'il faut absolument que la famille soit impliquée dans ton processus de guérison. OK? Et... il y a une façon aussi qui aide, c'est qu'aujourd'hui, au sein de la famille, il y a des ateliers pour les conjointes, puis pour que les conjointes comprennent les réactions de leur mari ou peu importe, conjointe, homme ou femme. Et moi, je le vois, quand récemment, j'ai été dans une réunion avec une thérapie avec les conjoints de vétérans. Puis quand je suis là pour faire un témoignage, je n'essaie pas de rien cacher. Je n'essaie pas de rien cacher parce que, justement, ce qu'ils veulent savoir, eux autres, c'est est-ce que je suis normal de vivre des choses comme ça? Ouais. Alors, je le vois dans leurs yeux. Je le vois quand je leur dis comment est-ce que moi j'ai vécu ça avec mon épouse, comment mon épouse l'a vécu. Et... comme c'est... moi, je vais là pour mon processus personnel. Ce qui fait que, comme je le fais pour moi, ça sort. Ça sort naturel. Oui. Alors, je le vois dans leurs yeux des fois je vois que ça a cliqué. Oui, c'est comme quand vous écoutiez Ghislain, là, vous aviez le sentiment qu'il parlait de vous, puis que c'était vous, dans le fond, qui parlait. Peut-être que ces gens-là ont le même sentiment. Je le souhaite. Oui. Puis moi, je ne me gêne pas pour leur dire... encore là, si je suis capable d'aider une personne, oui, tellement. Une personne à la fois, je vais avoir accompli quelque chose de bien. C'est de même que je le vois. Puis tant et aussi longtemps que tu penses à toi, puis que tu es là dans un sentiment d'aide, ça se fait tout seul. Comme je le dis, tu sais pas à qui tu peux aider. Moi, c'est pas une personne qui m'a aidé. C'est tout un ensemble de choses qui m'ont aidé. Fait que, mais au bout de la ligne, il faut que tu veuilles. Il faut que, je sais pas, que tu aies une espoir en toi-même. Parce que si c'est de l'effort, tu mets pas de l'effort pour quelque chose en quoi tu crois pas ou en quoi que tu n'as pas envie d'investir. Donc, c'est de l'amour pour toi-même, de l'amour pour probablement ta famille, tes proches, tout ça. Donc, ça peut devenir une motivation bien importante. Oui. Et, tu sais, il y a tout un aspect qu'on n'a pas parlé encore. C'est quand je dis que c'est un travail de tous les jours, moi, je vois encore mon psychologue toutes les semaines. OK. Et pourtant, ça va faire 3 ans que je vois mon psychologue. Et c'est mon ami, mon confident, puis ça fait un travail formidable. Et ma conjointe, comme elle a suivi beaucoup d'ateliers avec le Centre de la famille, on est capable de travailler en équipe. Okay? Il y a tout l'aspect des pilules aussi. La médication? Pardon? La médication? Oui. Okay. Ça, c'est un aspect qu'on n'a pas parlé encore parce que j'ai jamais pris autant de pilules. Moi, j'étais dans les forces, surtout dans l'infanterie. J'étais un anti-pilule. Et j'ai dû accepter, à un moment donné, c'est pas facile, ça, du jour au lendemain, accepter de me taper des pilules tous les matins parce qu'on me disait qu'il fallait que je me prenne des pilules pour que ça allait m'aider. Et je vous mentirais en vous disant que j'ai essayé au moins 2 ou 3 reprises d'arrêter de prendre des pilules et c'était comme un drogué qui arrête de prendre ses pilules. C'était catastrophique. Je comprends.
Puis aujourd'hui, je les prends encore, mes pilules. Et j'ai compris qu'avec l'aide de mes pilules, j'ai pas dit que j'allais les prendre toute ma vie, là, parce que je sais que ça ne sera pas le cas. J'arrive à fonctionner normalement et avoir une vie normale, puis être capable d'avoir des objectifs futurs, ce que j'avais perdu. Alors, mais ça touche la vie sexuelle aussi. Les pilules, on s'en cache pas, là. Tu sais, je commencerai pas à énumérer toutes les pilules que je prends, là, mais je prends tout un cocktail le matin. Vous perdriez quelque part de toute façon. Ça a un effet sur les relations sexuelles. Puis ça, on sait bien que quand ça commence à avoir des problèmes au niveau sexuel dans un couple, il faut que tu sois prête à vivre ça. Puis il faut que la conjointe soit au courant. T'sais, là, je parle personnellement à cause de mon âge. Si on regarde un jeune qui revient entre 20 et 25 ans, qui revient de mission ou 30 ans, ou il est dans force de l'âge, comme on dit. Oui, je comprends. C'est peut-être pas la même situation versus sa conjointe. Fait que c'est tout un dossier. Puis je pense que malheureusement, on aurait besoin de 14 podcasts. Oui, une couple de podcasts pour être capable de parler de toutes les sphères. Là, vous avez encore ouvert Claude est un ouvreur de porte professionnel. Claude, vous avez touché à quelque chose. En fait, vous avez touché à beaucoup de choses. Oui. OK? Mais il y a quelque chose qui m'a accroché. Vous avez dit, c'est important d'avoir des objectifs. C'est important d'avoir un but quelque part. Est-ce qu'il y a... pour le formuler comme il faut. Est-ce qu'il y a quelque chose, un but qui est arrivé, qui n'était pas dans votre vie avant, ou qui était peut-être un projet? Un jour, moi, j'aimerais ça apprendre la guitare. Un jour, j'aimerais ça maîtriser une autre langue. Est-ce qu'il y a quelque chose en dehors de l'armée, en dehors de la famille, quelque chose pour vous qui est arrivé puis qui est devenu comme un objectif aidant? Juste de retrouver la personne que j'étais avant. Pour moi, ça a été un beau défi, hein? Oui, ça a été tout un défi. J'adorais voyager. C'est drôle. Avec les symptômes qu'on a, je n'avais plus d'objectif. Okay. Je ne savais même pas ce que j'allais faire le mois suivant ou la semaine suivante. Et ça détruit. Ça détruit par en dedans quand tu n'as plus de raison de vivre, là. Les projets. Les projets, c'est parce qu'il n'y en a plus. Ouais. Il faut que tu aies des buts. Il faut que tu aies des envies. Là, j'ai envie de voyager. J'ai recommencé à voyager. J'ai commencé à jardiner. J'ai appris à des nouvelles passions. C'est important. C'est important d'avoir des passions qui ne sont pas nécessairement liées à ton ex-travail. Ça n'a rien à voir avec l'infanterie, le jardinage. Là. Non, je suis d'accord. Je donne la vie à des plantes. Ah, Claude, c'est vraiment beau. J'essaye pas de l'enlever. C'est là que je vois que je suis dans la bonne direction. Absolument. Parce que j'ai retrouvé le goût de voyager, j'ai retrouvé le goût de faire des choses en famille. Je me permets de prendre des pauses quand j'ai envie de prendre des pauses. Je fais les choses avec le moins de stress possible. Et j'accepte de faire des erreurs. Ah, vous avez le droit. Vous vous donnez le droit? Parce que pendant des années, vous tu ne peux pas faire d'erreurs. Oui, je me donne le droit de faire des erreurs maintenant. Mais OK. Je ne veux pas blâmer rien, mais c'est l'armée qui vous demande d'être... ou c'est une pression que vous vous mettiez? Ou dites-vous que je suis en dehors, je ne sais pas. Il y a des... parce que, dans l'armée, on est une équipe. Si un fait une erreur, ça a probablement un effet sur le... côté, puis, voilà. Okay, alors, tu ne peux pas te permettre de faire d'erreur dans l'application de ton travail. Là, je généralise, là, oui. Mais en général, en mission, tu ne peux pas te permettre de faire des erreurs parce que tu mets la vie de tes confrères, de consoeurs en danger. Voilà. Oui, je comprends. Je vais me retourner vers Ghislain parce que le point qu'on a touché, Claude, les passions. Tu sais, l'objectif, quelque chose qui arrive puis qui devient comme genre, hey, ça me fait du bien à moi, ça. Est-ce que vous l'avez vécu aussi? Est-ce que vous l'avez expérimenté? Oui. Ce qui m'a aidé beaucoup, c'est que j'ai pas vraiment arrêté de travailler quand j'ai quitté. OK. Même si ça allait pas bien, je travaillais pareil. Parce que mon dernier 6 mois, je l'ai pris en stage. Mais j'ai décidé de faire quelque chose
qui impliquait pas nécessairement que je retourne à l'école, parce que je prenais des médicaments, qui fait que j'étais un petit peu confus assez souvent. Fait que... puis, c'est ça, je suis allé dans quelque chose que je connaissais, ça fait que dans le domaine du plein air. Fait que j'ai travaillé pendant 6 mois, pendant mon 6 mois de stage payé par les forces, j'ai travaillé comme guide de traîneau à chien. Après ça, j'ai travaillé à Duchesnay, station touristique Duchesnay, comme guide. J'ai travaillé dans une pourvoirie aussi comme guide. J'ai le luxe de pouvoir choisir ce que je vais faire. Dû au fait, justement, comme on parlait tantôt, que j'ai des sous qui rentrent d'un côté. Ça fait que même si je travaille, puis c'est pas nécessairement payant, puis que c'est pas payant pantoute même, ben c'est pas un stress. Je travaille parce que j'aime ça. Je travaille parce que ça me donne un but le matin de me lever. De là, j'ai connu des gens intéressants, des gens le fun, qui m'ont fait découvrir d'autres activités. Puis que là, ben, les journées où je travaille pas, j'ai tout le temps plein de choses à faire pareil parce que j'ai plein d'activités que j'aime faire. Même j'ai trop d'activités pour l'énergie que j'ai, puis pour le temps que j'ai, parce que, tu sais, on a parlé beaucoup des problèmes de tête là, avec le stress post-traumatique, mais s'il y a une chose qui est affectée aussi, c'est notre énergie, là, le niveau d'énergie. Puis il y a des journées où on pète le feu, là, tu sais, le monde, quand il me voit passer, « Ah oui, t'es chanceux, t'as beaucoup de temps, mais... » OK. Toi, c'est parce que les journées où tu me vois, oui, j'ai l'air en santé, mais les journées où je suis pas en santé, personne ne me voit. C'est ça l'affaire. Parce que je peux être 1 semaine, 2 semaines, des fois, complètement blackout, là, où je veux rien savoir de personne, puis j'ai pas le goût de voir du monde, j'ai pas le goût de rien. Tu sais, ma journée, des fois, se résume à me brosser les dents. Puis ma journée est pas mal faite, là. Hey, j'ai une question par rapport à ça. La journée où vous vous levez, puis que la journée va se résumer à un brossage de dents, puis c'est pas mal ça. Est-ce que vous donnez le droit que ce soit une journée qui a l'air de ça? On n'a pas le choix. Puis ça, on l'apprend. T'sais, Claude dit que ça fait comme 3 ans qu'il est en suivi. Moi, ça fait au moins 13 ans. Ça fait que ça fait longtemps. Puis je sais que des médicaments, je vais en prendre jusqu'à la fin de mes jours. Puis je trouve que c'est très peu cher payé pour quand même avoir une qualité de vie intéressante. Mais les journées où ça se résume à ça, ben j'ai appris que demain, ça va aller mieux. Puis si c'est pas demain, c'est ça. Mais après-demain, ça va aller mieux. Parce que j'ai appris que c'est pas un état qui est stagnant, là. C'est tout en constante évolution, là. Soit vers le haut, soit vers le bas, mais ça bouge tout le temps. Mais une journée qui ressemble à ça, là, une journée où vous avez envie de rien faire, puis là, vous racontez, mais je stresse pas avec ça, puis je me donne le droit de la vivre, parce que je le sais qu'après-demain, ça peut aller mieux. Mais ça n'a pas tout le temps été comme ça. Et justement, parce que vous parliez tantôt de ceux qui ont le nez collé sur l'arbre. Cette information-là, ce genre d'information-là, esprit, c'est inestimable. Parce que ça leur donne... Regarde, la fois là, que tu vas penser que c'est ça, mais c'est pas ça pour toujours. Le pas de recul que vous avez puis que vous communiquez aux autres personnes qui vivent ça, là, c'est inestimable. Je peux voir l'impact, je le vis pas, je suis pas dans l'armée, mais je peux comprendre que ça a une valeur... Peut-être pour la conjointe qui l'entend à côté parce que son homme, il est peut-être pas prêt à le recevoir. Parce que dans le fond, quand tu dis à quelqu'un ça va aller mieux, quand ça va pas bien, tu n'es peut-être pas prêt à l'entendre. Mais peut-être que les gens autour sont bien contents de dire OK, il y a quelque chose. Puis à un moment donné, oui, il va en avoir des bas, mais il va en avoir des hauts, là, tu sais. Puis ça prend une ouverture d'esprit, là, parce que personnellement, moi, j'aurais pas eu l'esprit assez ouvert pour me faire dire ça. Quelqu'un serait venu me dire ça, demain, ça va aller mieux. J'aurais dit des mots que je peux pas dire ici maintenant. On est des gens très bien élevés, comme vous voyez. Ça de même. Mais votre conjointe, peut-être qu'elle aurait été réceptive à ça. Peut-être qu'elle se serait accrochée à ce genre d'infos. Elle a eu de son côté aussi de l'information, mais ça n'a pas tourné pour le mieux. Mais non, c'est ça. Ça a été... J'ai trouvé ça vraiment très difficile. J'ai fait beaucoup de chemin tout seul, dans le sens que ma conjointe faisait son chemin de son côté, je faisais le mien de mon bord. On était en couple, mais on avait, comment je dirais, de l'aide de chacun de notre côté, selon nos besoins, parce que nos besoins ne sont pas les mêmes au même moment tout le temps. Bien sûr. Ça fait, mais à un moment donné, ça a comme stagné un peu plus pour elle, je dirais. Puis moi, j'ai continué suivi. Comme je dis, ça fait 13 ans minimum là, que je t'en suivi, peut-être 14 même. Là. Fait que ça fait quand même longtemps. Puis à chaque
mois minimalement, je vais voir mon psy. Bien, l'aide, les outils que vous recevez, Claude en a parlé un peu, il a parlé du psy, Claude a parlé du CRFM. Ouais. Est-ce que le CRFM a joué un rôle dans votre processus de guérison? Par la bande, oui, parce que j'utilisais pas nécessairement les services du centre de famille. Par contre, j'ai été bénévole depuis, je pense, c'est 2009 que je suis bénévole. Okay, c'est pour ça que je vous ai vu. Quand je vous ai rencontré tantôt, je dis, votre face me dit quelque chose. Oh oui, ça fait longtemps. Oui, c'est un visage connu ici. J'ai donné justement le côté du militaire qui revient de mission lors de présentation aux familles. Fait que ça m'a aidé à me rendre compte de bien des choses. Tu sais, quand tu l'expliques, des fois, souvent même dans les ateliers, la vie après l'uniforme, là, je dis quelque chose que j'avais juste pas pensé avant, puis ça fait quand même 15 ans qu'il y a eu un accident, là. Puis ça me pop de même. On dirait que j'apprends continuellement à me connaître, oui. à remarquer des choses. C'est ça. C'est en évolution tout le temps. Ça monte, ça descend, mais je sais que demain, si c'est pas demain, ça va être après-demain. Si c'est pas après-demain, ça va être la semaine prochaine, mais ça va aller mieux. Quand j'écoute des entrevues à radio, là, j'aime ça quand ils posent ces questions-là à leurs invités. Alors, permettez-moi de vous la poser. Je vais y aller avec vous, Ghislain, en premier. Le Ghislain d'autrefois rencontre le Ghislain d'actuellement. Le grand Ghislain, qu'est-ce qu'il dit? Au petit Ghislain, il dit quoi en particulier à l'oreille, là, tu sais? Il dit juste, lâche pas. Oui. Juste ça. Il n'y a pas grand... Je peux pas... lâche pas. Ça va s'éclaircir. Le petit Ghislain, il va-tu écouter, lui, quand il va finir par écouter parce qu'il va se planter assez solidement qu'il n'y aura pas le choix. OK. Quand tu es assez profond puis que tu te rends compte que là, tu n'es plus capable de ressortir de là tout seul, tu n'as pas le choix, là. Tu sais, souvent, je faisais l'analogie avec... Je me coupe un doigt, je me fais un bobo, c'est une main, je peux mettre un plaster là-dessus, je peux le désinfecter, ça va guérir, il n'y a pas de trouble. Ma tête, quand je comprends pas ce qui se passe, comme un ordinateur, j'ai pas le choix, il faut que je l'amène le faire réparer, mon ordi. On donne ça à des pros. On donne ça à des pros, puis je suis allé all-in là-dedans. J'ai dit, je donne mon corps à la science, littéralement, c'est ça que j'ai dit au doc. Là. Faites n'importe quoi avec moi, je vais revenir. On revient jamais comme avant. C'est impossible de revenir comme c'était avant. On peut se rapprocher de ça, mais c'est certain qu'il y a des choses qui ont changé, puis pas nécessairement négativement, là. Oui, il y en a des choses négatives, mais je pense sincèrement, avec le recul, que je suis une version 2.0 ou même plus de qu'est-ce que j'étais avant, parce que j'ai appris. Ouais. C'est simple de même, là. J'ai appris. Merci, Ghislain. Puis je vais me tourner vers Claude parce que je suis curieuse de savoir. Claude d'aujourd'hui, il s'en va jaser avec Claude d'il y a une couple d'années. Là. Ouais. C'est quoi cette belle conversation-là? Écoute, c'est pas mal similaire, je pense, avec ce que Ghislain vient de dire. C'est quand tu es dans le fond du baril que tu te laisses. Tu te laisses comme t'acceptes de te laisser aider. Parce que comme militaire, ça, c'est un sentiment qu'on déteste. Ouais. Parce que c'est nous autres qu'il faut qu'ils aident, tu sais. C'est nous autres, les militaires, c'est nous autres, les forts. Ouais. Fait que la journée que tu décides ça, là, c'est parce que t'es rendu beau. Puis t'as vraiment besoin d'aide. Et c'est dur d'expliquer ça à quelqu'un. J'aurais besoin de me parler à moi puis de m'expliquer. J'essaierais juste d'écouter la personne, puis comme mon voisin faisait avec moi, de temps en temps, il me passait un petit message. Puis à force de messages, à un moment donné, ton cerveau, des fois, il accepte d'aller voir, puis de chercher, puis d'accepter de l'aide. Mais malheureusement, ça fonctionne pas avec tout le monde. Encore, c'est un travail de tous les jours. Puis, des fois, c'est pas facile. Des fois, c'est plus facile. Puis, merci au Centre de la famille. Merci aux Forces canadiennes. Les forces, là, ils en mettent des efforts pour essayer d'aider
l'heure militaire. Il y a beaucoup de gens qui dénigrent, mais il y a quand même de l'aide qui est donnée. Puis c'est souvent grâce à cette aide-là qu'on réussit à rencontrer le centre de la famille, puis à finir par avoir de l'espoir. Parce qu'il y en a de l'espoir. J'en suis la preuve. Donc, évidemment, ce podcast est un peu une réponse, comme je le disais au début, l'autre côté de la médaille, avec un autre podcast qu'on avait eu précédemment, avec Josée, qui est la conjointe d'un vétéran atteint d'une blessure de stress opérationnel. Vous avez entendu aujourd'hui, si vous voulez, la version de nos vétérans. Un immense merci à nos invités. Vous êtes tellement généreux, tellement fabuleux. Écoutez, ça a été un plaisir de vous rencontrer. Puis deux, je me réjouis à l'idée qu'on va vous recroiser là, au Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier. Puis Claude l'a bien souligné, puis l'a bien dit, il y a de l'aide, il y a de l'espoir, oui, mais il y a de l'aide concrète. On a touché aux vétérans, on a touché aux familles conjointes, les enfants aussi. Et tout ça, ça se traduit d'une façon très concrète au Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier. Puis là, Marilyn, j'ai besoin de toi pour me nommer quelles sont les ressources exactement qui sont développées et mises en place ici au centre. Oui, bien en fait, on a premièrement l'atelier E=MC3 qui est pour les enfants de 7 à 11 ans. 12 ans. Et puis ensuite, il y a BSO Ado qui s'adresse là, à la tranche d'âge ensuite de 12 ans à aller jusqu'à 18 ans. À travers ça aussi, on a des sessions qui sont pour les parents là, dans ces deux ateliers-là là, qui accompagnent. Fait que si vous avez besoin en famille que les enfants comprennent mieux c'est quoi la blessure de papa ou de maman, comprennent mieux qu'est-ce qui se passe en dedans d'eux aussi vis-à-vis des impacts que ça cause dans la famille, qu'ils soient capables de se déposer, de pouvoir parler à quelqu'un d'externe à la famille aussi, parce que des fois, comme famille, on n'a pas toujours nécessairement les mots. On essaie de rassurer le plus possible, mais on a aussi besoin de partager une certaine responsabilité de tout ce que ça implique, là, la BSO puis le TSPT. Des fois, ça peut devenir un peu plus lourd sur les épaules à porter. Donc, pour les parents aussi, là, ça peut permettre justement d'avoir quelqu'un d'externe qui vient aborder les choses d'une manière différente, puis qui vient expliquer d'une façon différente aussi. Il y a aussi la BSO et le couple qu'on a comme atelier ici au centre qui est offerte par deux intervenantes qui ont bâti cet atelier-là parce qu'on voyait justement qu'il y avait un désir des couples d'avoir plus d'informations puis d'apprendre à mieux communiquer, à mieux se comprendre et tout ça. Sachez aussi qu'il existe un groupe là, pour les conjointes qui vivent avec un conjoint qui a une blessure de stress opérationnel. C'est un groupe de soutien qui est offert. Celui que Josée a suivi et dont elle est père aidant aussi. Exactement. Donc, ce groupe-là, c'est un groupe qui est quand même unique au Canada, c'est-à-dire qu'on offre ce soutien-là entre elles. Elles peuvent venir déposer les choses, venir en parler ensemble pour justement, tu sais, Claude le disait tout à l'heure, quand on entend des gens qui parlent de la blessure, je viens de comprendre que je suis pas toute seule. Ben c'est ça, comme conjointe, non, vous êtes pas seule. Comme conjointe, ça fait du bien de venir parler, de venir s'en parler, de venir écouter des gens qui vivent des choses qui se connectent à vous. Fait que le groupe de soutien est là pour ça. Et il y a une intervenante aussi qui est présente à travers ce groupe-là là, pour pouvoir guider les choses et accueillir les choses aussi. Et entre autres ateliers aussi, projet de vie, la vie après l'uniforme, dont on a fait référence aussi au cours de notre podcast. Tout va être en ligne. Vous allez pouvoir faire référence. Je vais aussi déposer des documents sur lesquels on s'est basé pour vous donner l'info. Au début, là, notre podcast était divisé en deux. La première partie, c'est basé sur des études, sur des analyses, sur des rapports qui ont été faits. Donc, on va vous donner une couple de références. Ça vous tente de faire de la lecture en plus de l'écoute du podcast, là, je pense que vous allez en avoir pas mal à vous mettre sous la dent. Aussi, à noter que le 27 juin, c'est la Journée nationale de sensibilisation au trouble de stress post-traumatique. Cette journée-là, c'est aussi une belle occasion là, d'ouvrir les mœurs, de pouvoir là, déstigmatiser c'est quoi la santé mentale, mais c'est quoi aussi la blessure de stress opérationnel puis le trouble de stress post-traumatique. Puis ce qui est important de nommer, c'est qu'à travers tout ça, le soutien,
c'est ce qui fait avancer les choses, puis c'est majeur dans le cheminement de chacun là, des membres de la famille, des proches. Ce soutien social-là, c'est ce qui va faire que, justement, ça sème des graines d'espoir. Suivez-nous sur Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. C'était le CRFMV en jazz.